Une phrase lancée depuis la Floride a traversé 6 000 milles pour enflammer tout un continent. En quelques heures, les écrans d'Abuja se sont illuminés d'alertes. Un seul mot de Washington pouvait rouvrir des plaies jamais refermées. Entre les applaudissements américains et le silence africain, Ibrahim Traoré a compris que chaque discours étranger pèse plus lourd qu'un missile. Qui protège vraiment la foi quand la protection devient un autre nom du contrôle? Ce récit n'est pas une chronique de colère, mais une promesse de clarté. Dans les mots de Trump et la réponse d'Ibrahim Traoré se cache une équation brûlante entre la foi, la souveraineté et la mémoire du continent. Comprendre cette tension, c'est mesurer ce que vaut vraiment le mot respect quand il traverse les frontières. La promesse est simple: montrer comment une phrase prononcée en Floride a réveillé, à des milliers de kilomètres, le sentiment d'indépendance d'un peuple. Ce qui se joue ici dépasse les drapeaux. C'est la définition même de la liberté. 10 mots qui déterminent l'avenir d'un continent. Derrière la tempête médiatique, chaque décision africaine devient un test. Choisir la sécurité ou l'autonomie, la dépendance ou la dignité. Et quand Ibrahim Traoré parle d'unité, ce n'est pas un slogan. C'est un avertissement doux. L'Afrique ne peut plus déléguer son âme pour du soutien. La suite dévoilera comment cette tension s'est transformée en mouvement réel, visible jusque dans les rues de Lagos et les places de Ouagadougou. Tout commence par une contradiction simple: l'appel d'un homme à sauver des croyants et la réponse d'un autre réclamant le droit d'être libre. En quelques heures, cette tension entre Washington et le Sahel s'est muée en onde de choc politique. Un chiffre éclaire cette vitesse: moins de 6 heures entre le discours de Trump et la première déclaration d'Ibrahim Traoré. Une parole a suffi pour rallumer un vieux débat africain, celui de la souveraineté sous couvert d'aide. Le contexte n'est pas celui d'une querelle d'ego. Le Nigeria, géant de plus de 200 millions d'âmes, se tient à la croisée des chemins. Il peut accepter la protection occidentale ou risquer l'isolement. L'ombre de la Libye plane encore, rappelant ce que coûte parfois la sécurité offerte de l'extérieur. Les conseillers de Bola Tinubu mesurent le poids de chaque mot: intervenir, coopérer ou résister. Dans le nord, au Burkina Faso, le jeune capitaine Ibrahim Traoré perçoit déjà ce dilemme comme un miroir de l'histoire coloniale. Sous la pluie d'Abuja, les rédactions s'agitent. À Ouagadougou, les rues s'animent. Le ton des médias change. L'Afrique n'est plus le théâtre du drame, elle devient narratrice de son propre récit. La voix de Traoré, calme mais ferme, offre une alternative à la rhétorique du salut. Elle réaffirme que la dignité ne se négocie pas au prix de la dépendance. Ainsi s'ouvre la nouvelle bataille, non pas celle des armes, mais celle des interprétations. Les mots, plus que les missiles, tracent désormais les frontières du pouvoir. Et dans ce fracas discret, un peuple apprend à se relire, non comme bénéficiaire d'aide, mais comme auteur de son avenir. Au centre de cette tempête verbale, une silhouette s'impose: Ibrahim Traoré. Calme, droit, presque impassible, il incarne une génération qui refuse de confondre protection et tutelle. Ses discours n'ont ni la rage des révolutions passées, ni la soumission des alliances forcées. Ils avancent avec la précision d'un soldat et la patience d'un instituteur. Son visage apparaît sur les murs de Bamako et les écrans de Dakar comme celui d'un témoin lucide, pas d'un prophète, mais d'un rappel. Près de lui, des voix montent: journalistes, étudiants, soldats, démobilisés. Chacun voit dans sa posture une façon nouvelle de dire non sans hurler. C'est ce murmure collectif qui commence à redessiner la carte morale du continent. Loin des projecteurs, dans les cafés d'Abuja ou les marchés de Lagos, les conversations changent. Les gens ne demandent plus qui les protégera, mais comment se protéger eux-mêmes. Dans les couloirs du pouvoir nigérian, cette onde se ressent avant même les sondages.
Tinubu observe, silencieux, l'émergence d'un courant qu'aucune diplomatie n'avait prévu. Le choc n'est pas militaire, il est mental. La souveraineté devient un mot vivant. Et dans ce réveil discret, le lien entre respect et puissance se resserre. Ainsi commence la première leçon. La liberté n'est pas un slogan exportable. Elle se mesure à la capacité de dire non, même sous la pluie des promesses. Tout bascule le lendemain. À l'aube, les stations de radio du Nigeria répètent la même phrase. Si le Nigérien ne peut pas protéger les chrétiens, nous le ferons. Ce simple futur a l'effet d'un tremblement. Dans les rues d'Abuja, les cloches des églises et les appels à la prière se mêlent dans un chaos de signaux. Ce n'est plus un débat de foi, c'est un test de souveraineté. Tinubu convoque son conseil de sécurité. Autour de la table, les ministres chuchotent, intervenir ou attendre. Les rapports défilent. Milices au nord, pipeline saboté au sud, rumeurs de conseillers étrangers déjà en route. Chaque page semble peser une décennie d'histoire. L'air est dense, saturé de mémoire coloniale. Un seul mot prononcé trop vite et tout recommence. Pendant ce temps, au Sahel, Ibrahim Traoré monte à la tribune. Sa voix, captée par les télévisions de Ouagadougou, tranche la tension. L'Afrique n'a pas besoin d'être sauvée par ceux qui l'ont saignée. Le ton est calme, presque pédagogique, mais la phrase claque comme une déflagration. En 12 minutes, son discours devient viral. À Bamako, on peint ses mots sur les murs. À Accra, on les partage comme des psaumes modernes. La chronologie s'accélère. Jour 1, déclaration américaine. Jour 2, réunion d'urgence à Abuja. Jour 3, discours de Traoré. Jour 4, hashtag et manifestation. En 4 jours, l'Afrique entre dans une conversation qu'elle n'avait jamais vraiment close. Les débats explosent sur les campus. Les jeunes crient pas de sauveur, du respect. Les anciens hochent la tête, reconnaissant un refrain déjà entendu, mais cette fois chanté avec assurance. Dans les rédactions européennes, on parle de provocation. Dans les salons diplomatiques, de crise de communication. Mais sur le terrain, la réalité est plus simple. Une génération refuse de se laisser définir. Et le Nigeria, géant au cœur du continent, devient le miroir d'un basculement. Chaque heure ajoute une couche à la tension. Les discours, les tweets, les sermons. Les églises parlent de foi, les mosquées parlent de justice et les rues parlent de dignité. Dans cette cacophonie, une idée claire émerge. La liberté ne vient pas de l'extérieur. Elle s'apprend, se construit, se revendique. À la fin de la semaine, les foules se rassemblent sous la pluie. Ibrahim Traoré n'est plus seulement un nom. Il devient un symbole, un écho. Et dans ce tumulte, une vérité nue se dresse. La souveraineté ne s'offre pas, elle se reprend. Les chiffres racontent ce que les discours cachent. Selon les données du Centre d'observation pour la stabilité africaine, 73% des Nigérians interrogés après la déclaration américaine ont affirmé craindre une nouvelle forme d'ingérence étrangère. Ce pourcentage, bien plus élevé qu'en 2018, 46%, traduit une perte de confiance dans la diplomatie dite humanitaire. Chaque augmentation révèle un recul, celui de la foi dans les promesses venues de loin. Un second indicateur éclaire le contraste. Au cours du même mois, les hashtags mentionnant Ibrahim Traoré ont dépassé 2,5 millions d'occurrences sur les réseaux africains, soit une hausse de 220% par rapport au trimestre précédent. Ce n'est pas une mode, c'est la traduction numérique d'un désir de réappropriation politique. Dans chaque partage, un écho d'indépendance. Enfin, un troisième chiffre, discret mais décisif, le Nigeria a refusé 4 propositions d'accords sécuritaires rédigées par des partenaires occidentaux entre février et avril. Ce refus répété n'est pas une provocation, mais un signal.
L'Afrique veut désormais rédiger ses propres clauses. Chacune de ces décisions témoigne d'une maturité nouvelle d'un continent qui compte ses risques autant que ses alliés. Sous ces données, une ligne invisible, le glissement d'un modèle. Là où autrefois l'aide conditionnait la souveraineté, c'est désormais la souveraineté qui redéfinit l'aide. Ibrahim Traoré, en répétant que la dignité précède la sécurité, résume cette inversion logique. Les chiffres confirment ce que la rue ressent. La dépendance coûte plus cher que le courage. Dans les rédactions étrangères, certains y voient une fracture. En Afrique, beaucoup y voient une renaissance statistique. Car derrière chaque pourcentage se cache une histoire, celle d'un peuple qui mesure enfin sa voix, non en décibels, mais en décision. Deux visions s'opposent désormais, chacune avec ses vérités. La première, défendue par les chancelleries occidentales, affirme que l'Afrique ne peut se protéger seule. Selon elle, la coopération militaire et l'assistance humanitaire garantissent la stabilité régionale et préviennent les crises religieuses. Les chiffres du FMI et les budgets d'aide corroborent cette lecture. Sans appui externe, disent-ils, les infrastructures sécuritaires s'effondreraient. La seconde position, incarnée par Ibrahim Traoré et ses alliés du Sahel, ne rejette pas l'aide, mais conteste le prix du contrôle qui l'accompagne. Elle soutient que la dépendance économique finit toujours par devenir dépendance politique. Chaque base étrangère, chaque clause d'un traité rappelle une mémoire d'occupation. Et dans ce raisonnement, refuser un soutien n'est pas un geste d'hostilité, mais d'équilibre. Les deux logiques s'affrontent dans la nuance. Les diplomates parlent de pragmatisme, les jeunes manifestants de dignité. Pourtant, un même constat relie les deux camps. L'Afrique se trouve à un tournant et aucune puissance extérieure ne pourra éternellement arbitrer ses choix. Les observateurs indépendants notent que le débat est moins idéologique que générationnel. Là où l'ancienne élite voyait dans la coopération un gage de modernité, la nouvelle génération y voit souvent un fardeau de tutelle. Cette mutation silencieuse est au cœur du discours de Traoré. Refuser l'ingérence, ce n'est pas fermer la porte au monde, c'est en rouvrir les clés depuis chez soi. Ainsi se construit le contre-argument le plus solide. La souveraineté n'est pas isolement, mais cohabitation choisie. Et peut-être qu'entre foi et puissance, l'équilibre ne se trouvera pas dans les traités, mais dans la voix qui ose dire non avant de dire oui. Un mot change tout. Dans les studios de Ouagadougou, Ibrahim Traoré répète calmement: l'Afrique n'a pas besoin de salut, mais de respect. Cette phrase, brève et tranchante, fend la narration mondiale comme une lame dans le brouillard. En 8 mots, elle renverse le discours dominant. La protection cesse d'être un privilège pour redevenir un droit intérieur. Ce moment marque le point de bascule du récit. À Abuja, la tension se transforme en miroir. Les Nigérians comprennent que la question n'est plus de savoir qui sauve, mais qui décide d'être sauvé. Les slogans cèdent la place à des conversations. Les analystes évoquent une doctrine Traoré: souveraineté mesurée, résistance posée, foi sans permission. Sous cette révélation, le conflit n'oppose plus les nations, mais les définitions, celle de la liberté contre celle de la dépendance déguisée. Et pour la première fois depuis longtemps, le continent parle sans traducteur. Les conséquences n'ont pas tardé. À Lagos, les marchés bruisent d'un nouveau mot: dignité. Dans les églises comme dans les mosquées, les sermons s'enchaînent autour du même thème. La foi ne protège que lorsqu'elle reste libre. Le Nigeria devient, malgré lui, le laboratoire d'un basculement régional. Trois groupes ressentent ce choc à leur manière. Les nations d'abord. Plusieurs États du Sahel observent le geste de Tinubu. Le refus de l'ingérence américaine ouvre un précédent.
Le Mali, le Niger et le Burkina Faso y voient la confirmation d'une doctrine commune. L'Afrique doit parler d'une seule voix, non pour s'isoler, mais pour négocier d'égal à égal. L'influence d'Ibrahim Traoré y est palpable. Il incarne la continuité entre idéal et action. Les entreprises ensuite. Les firmes pétrolières, inquiètes, mesurent les risques d'un nationalisme économique plus affirmé. Depuis l'annonce du gouvernement nigérian, 2 consortiums étrangers ont suspendu des projets évalués à près de 800 millions de dollars. Mais à long terme, cette crispation pourrait favoriser la création de fonds régionaux, gérés par des capitaux africains. La population civile, enfin, découvre sa propre force. Dans les universités, les jeunes citent Traoré comme un modèle d'intégrité. Des associations lancent des campagnes pour racheter les terres et financer les médias locaux. Les anciens y voient une fierté retrouvée, celle d'un continent qui n'attend plus d'être raconté. Le changement est plus subtil qu'une révolution. Il s'agit d'une réécriture lente du contrat moral entre l'Afrique et le monde. L'Occident parle encore d'aide. L'Afrique répond désormais par équité. Là où l'on demandait autrefois protection, on exige aujourd'hui reconnaissance. Et dans cette redéfinition silencieuse, un symbole émerge. Le visage d'Ibrahim Traoré, devenu miroir d'une génération qui refuse de choisir entre croyance et liberté. L'avenir immédiat se dessine comme un triangle d'incertitude. Chaque sommet porte un scénario et chacun révèle un visage différent de la souveraineté africaine. Dans le scénario de base, le Nigeria maintient sa ligne d'équilibre. Tinubu choisit le dialogue prudent, acceptant l'aide économique sans conditions militaires. Les tensions religieuses se calment lentement, mais la méfiance populaire persiste. Ce choix garantit la stabilité, au prix d'une vigilance permanente. L'Afrique apprend à marcher seule tout en tenant la main de ceux qui l'ont souvent conduite. Dans un scénario plus favorable, la doctrine de Ouagadougou s'impose. Sous l'influence d'Ibrahim Traoré, plusieurs pays du Sahel établissent une alliance de coopération régionale. Le commerce intra-africain augmente de 18%, les projets d'énergie locale se multiplient et les négociations internationales se font désormais sans intermédiaire. La souveraineté cesse d'être un rêve et devient une pratique mesurable. Le continent découvre que la liberté peut aussi être rentable. Dans une hypothèse plus difficile, les puissances extérieures répliquent des sanctions économiques, visent les États jugés trop indociles. Les marchés chutent, les devises se tendent et les divisions internes refont surface. Dans ce cas, la doctrine de Traoré serait mise à l'épreuve. La dignité peut-elle nourrir un peuple quand la faim politique guette? Au-delà de ces prévisions, une certitude demeure. Le choix appartient aux Africains. Le futur ne sera pas une prophétie importée, mais une construction quotidienne. Et si le monde observe le Nigeria aujourd'hui, c'est parce qu'il incarne une leçon universelle. Il faut parfois risquer le déséquilibre pour retrouver son centre. Ce récit n'est pas qu'une affaire de président ou de traité. Il parle des visages que l'on croise dans les rues de Lagos, des mains calleuses des marchés d'Accra, des regards levés des étudiants de Ouagadougou. Car au-delà des discours, c'est la vie quotidienne qui mesure le vrai prix des décisions politiques. Une femme de Kaduna raconte à la radio comment ses enfants lui demandent pourquoi l'Amérique veut les protéger. Elle répond doucement. Peut-être pense-t-il qu'on ne sait pas se protéger nous-mêmes. Cette phrase simple condense toute la fatigue d'un continent souvent observé, rarement écouté. Les jeunes, eux, transforment la colère en projet. Ils filment, écrivent, débattent. Sur les murs de Bamako, le visage d'Ibrahim Traoré s'accompagne d'un mot. Écoutez. Le symbole n'est pas celui d'un héros, mais d'un miroir tendu vers une génération qui se cherche sans renoncer. Pour le spectateur, la question devient intime. Qu'est-ce que la souveraineté dans un monde où tout semble connecté, donc dépendant?
Peut-être que la vraie indépendance commence là où l'on choisit d'entendre sa propre voix au milieu du bruit. Ainsi, l'histoire de cette semaine nigériane n'est plus un simple épisode diplomatique. Elle devient une leçon universelle, celle du courage tranquille de se tenir debout, même quand le reste du monde offre une chaise. Pour qu'un principe devienne réalité, il faut un plan. Le Nigeria, à la suite du choc diplomatique, commence à tracer sa propre feuille de route. 5 étapes se dessinent, modestes mais décisives. D'abord, établir un Conseil africain de coordination sécuritaire, dirigé par des officiers du continent. Le but n'est pas l'isolement, mais l'autonomie stratégique. Ensuite, créer des fonds de défense régionaux financés par les États membres et non par les bailleurs étrangers. Une contribution modeste, 0,3% du PIB par an, pourrait suffire à bâtir une capacité commune crédible. Puis, renforcer la coopération éducative et médiatique, car la souveraineté se défend aussi par les idées. Ibrahim Traoré insiste: celui qui écrit ton histoire décide de ton avenir. Par la suite, négocier avec les partenaires extérieurs sur des bases de réciprocité, des infrastructures contre des compétences, non contre de la dépendance. Enfin, mesurer chaque progrès, non par les rapports étrangers, mais par les indices de confiance intérieure, stabilité, transparence, dignité. Ce plan n'est ni révolutionnaire ni utopique. Il repose sur la logique du possible, du patient, de l'endogène. Et peut-être est-ce là que réside la véritable promesse de ce nouvel équilibre: transformer la mémoire des blessures en une méthode de reconstruction. La pluie est revenue sur Abuja, fine et persistante comme un rappel des promesses passées. Dans la lumière trouble du soir, le visage d'Ibrahim Traoré apparaît une dernière fois sur les écrans, non plus comme celui d'un rebelle, mais comme d'un repère. Son message n'a rien de triomphaliste. Il parle de patience, de mémoire, de continuité. Ce ton calme est sa plus grande force. Les caméras s'attardent sur une scène simple. Des étudiants tenant des bougies forment le contour de l'Afrique sur le sol. À l'intérieur, un seul mot écrit à la craie: dignité. Ce geste, repris par des milliers d'images, devient un symbole, celui d'un continent qui, pour se relever, choisit d'abord de se reconnaître. Quand la nuit tombe, la voix de Traoré résonne encore. Nous n'attendons plus d'être sauvés, nous apprenons à nous écouter. 12 mots qui ferment le cercle comme un écho apaisé à la tempête de départ. L'histoire ne s'achève pas, elle respire. Chaque génération trouve sa propre façon d'écouter, de résister, de bâtir. Ce récit du Nigeria et du Sahel n'est pas une chronique de rupture, mais de maturation, celle d'un continent qui se découvre capable de parler sans permission. Les images d'Ibrahim Traoré circulent encore, mais désormais mêlées à d'autres. Visages anonymes, gestes simples, mains qui réparent plutôt que brandissent. Ce mélange forme une mosaïque, ni héroïque ni victimaire, juste humaine. Le monde peut choisir d'y voir un défi ou une invitation. Écouter, comprendre, dialoguer sans condition. Voilà la nouvelle diplomatie silencieuse que l'Afrique propose. Le n'est pas un privilège, c'est une grammaire universelle. Alors, avant de quitter cette histoire, une question demeure suspendue. Et si la véritable liberté commençait non pas par le cri, mais par l'écoute?